Et on est parti. Salut Milan. Salut Kevin. Comment Ça tu va vas bien? aujourd'hui? Ouais, ça va, ça va. Ça va. Je suis très content de ce sixième épisode là, que ça parte un petit peu de quoi on va parler, Kevin, aujourd'hui. Eh bien écoute, aujourd'hui on va suivre le modèle qu'on a eu sur les deux derniers épisodes et qui a priori ont donné des bons retours. On va aborder deux petites études de cas, deux business que Milan et moi on a. Je commence en disant Milan direct dans le podcast, ça la fout mal. You fired! Que Milan et moi, on a dégoté dans nos veilles et qu'on avait envie de décortiquer aujourd'hui. On va parler de Remote Quiz. Tu nous diras tout à l'heure de quoi ça parle. Moi, je suis Vraiment. tombé sur Millions.co, que j'ai trouvé assez fun comme business et ça m'intéressera de savoir comment toi, tu le créerais en no-code parce que la monétisation est super intéressante. Et on aura, comme d'hab, un petit débat de fond. Et le débat de fond de cette semaine, c'est est-ce que la dispersion est le meilleur ennemi de ceux qui souhaitent lancer un projet, celles et ceux. En gros, on va parler combien de projets tu peux vraiment lancer pour les mener à bien à un moment donné. Donc, ça sera le sujet de fond. On va essayer de garder 1 heure, comme à chaque fois quand on se débrouille bien. Et on va attaquer du coup tout de suite. Milan, Remote Quiz, c'est quoi? Yes, alors aujourd'hui je voulais te parler de Remote Quiz. Je sais pas, à la limite, peut-être qu'on peut le montrer rapidement à l'écran. C'est Ouais. un petit business en fait que j'ai vu dernièrement et qui m'intéresse en fait sur deux points. C'est que c'est un business en fait qui a émergé notamment dans le Covid et qu'il a réussi à rentabiliser. Alors rentabiliser, après on verra les chiffres, hein, c'est pas forcément des trucs incroyables, mais il a réussi à faire de l'argent avec ce projet. Ça, c'était la première des choses. La deuxième, c'est que ça a été revendu. Donc, c'est un Ah, projet qui a sympa. fonctionné. C'est un projet qui a été revendu. Et le troisième, c'est qu'évidemment, ça colle parfaitement avec notre thématique, c'est que ça a été fait avec un outil no-code qui s'appelle Bubble. Et donc ça, c'était quelque chose que je trouvais vachement intéressant. Ça a été fait par un gars qui s'appelle James. Alors, j'ai pas son nom de famille, j'avoue, j'aurais pu peut-être un peu plus chercher. Mais globalement, le principe de Remote Quiz, c'est un peu des jeux auxquels t'as dû déjà jouer avec des potes. En gros, l'idée, c'était que en remote, tu faisais souvent du Zoom, du Google Meet, du Teams, etc. Et là, l'idée, c'était pour gamifier un petit peu ces moments-là. C'était de se dire, OK, pendant nos connexions à Zoom, on va se mettre un petit moment fun. Et ça te générait en fait un lien dans lequel il y avait différentes questions. Donc, tu étais plusieurs dans ton call. Et en fait, tu devais répondre à une problématique, je sais, par exemple sur le sport, les derniers résultats sportifs, et forcément, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points à la fin. Donc bon, quelque chose d'assez simple. Je sais pas si tu es sur le bon endroit là, pour le coup. Ah si, ok, d'accord, t'es Ah, pas sur le je site, suis ouais, en t'es parti Je un suis peu en plus train de loin. me balader sur le site. C'est vraiment tout en no-code, même le, Ouais, c'est même le tout en no-code. Là, formulaire. effectivement, là, tu es sur la partie Typeform. Et bon, c'était assez intéressant parce que le gars, du coup, en termes de niche, il a surfé sur une vraie tendance qui est celle du remote, dans lequel on a utilisé en fait pas mal de Zoom, de Meet. Et ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, à se faire 6 heures de visio par jour, fallait mettre un petit peu de fun dedans. Et finalement, euh, c'est euh, c'est assez intéressant d'avoir monté ça. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que au final, ça existe déjà comme business. En fait, le gars a clairement rien inventé. Il y a déjà d'autres types de business qui existent, en fait, de quiz collaboratifs, de quiz sociaux qui existent. Mais c'est assez intéressant parce que lui, il a réussi à le faire donc avec un outil qui s'appelle Bubble, un outil no-code. Euh, alors, combien de temps il a mis ça, il n'en parle pas vraiment. Par contre, visiblement, il parle de d'autres chiffres qui étaient assez intéressants. Si je peux t'en parler, en gros, c'est gratuit pour la globalité des personnes. C'est 10 euros par mois si jamais, enfin 10 dollars si jamais tu veux rajouter en fait des petites fonctionnalités supplémentaires, Jiffy ou autres. C'est intéressant parce qu'il se sert du côté social finalement. Là, tu vois, tu es sur toute la partie en fait des templates, donc tu peux créer des templates. Je sais pas, nous on pourrait se faire le quiz No Code and Money
au bout du 10e épisode et on se ferait un template et on verrait si notre communauté, elle a les mêmes résultats en fait que tout le monde et elle a bien écouté. Promis, on vous le balance en fait au bout du 10e épisode. Mais c'est assez intéressant parce que finalement, tu vois, il a plein de templates aujourd'hui sur son site et si moi j'ai pas envie de créer des questions mais j'ai envie de faire un moment un peu fun, tu vois, sur notre visio qui, j'en sais rien, dure 3-4 heures, tu vois, je peux introduire ce petit côté social dessus. Il nous dit qu'également, tu vois, ça lui coûtait environ $100 par mois pour mettre en place cette plateforme. $100, globalement, je considère que c'est quand même pas grand-chose. Donc, il y a le coût de Bubble. Je pense qu'il y a le coût d'également, il doit utiliser des outils d'automatisation type Zapier ou Integromat. Donc, il doit y avoir ce coût-là. On a vu Typeform. Je pense qu'il y a le coût de Typeform Pro également. Et donc, un peu ce mix, c'est environ $100 par mois. Il nous dit quand même qu'il a 1500 utilisateurs, mais il ne dit pas le nombre de payants dessus. Par contre, c'est assez intéressant parce que visiblement, il a réussi à faire venir en fait des boîtes, donc d'avoir une version plus B2B. Il parle du fait qu'il a PwC, CBRE, Ogilvy, pour ne citer que. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, quand tu regardes en fait le début, finalement, il parle en fait du HR Team, donc finalement, c'est un outil qu'il a envie de vendre aux ressources humaines. Alors, je pense que c'était pas ce qui était prévu en fait à la base. L'idée, c'était surtout qu'il voulait faire un truc un peu fun. Je sais pas s'il avait envisagé une grosse monétisation derrière, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que visiblement, le gars a monté le truc et il a réussi à le revendre à une personne qui a justement cette vision plus ressources humaines. Et visiblement, tu es toujours sur le site. Le site n'a pas changé, toujours du Bubble, il y a toujours du Typeform, donc il est toujours en no-code en fait derrière. Comment? Ouais, non, parce que c'était James, donc Jerry, c'est celui qui a repris ça. Le seul truc qui est un peu dommage, mais bon, je pense que c'est normal, on ne le sait pas. La plateforme a été vendue sur MicroAcquire, mais il nous dit pas combien. Peut-être que ça serait intéressant du coup que tu me dises déjà je sais pas ce que tu en penses, et puis deuxièmement peut-être si toi tu aurais une estimation ou combien t'achèterais ce site, comment tu ferais en fait en quelques minutes, ça serait quoi tes réactions dessus? Ouais, carrément, avec plaisir. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a quand même donné un angle, tu vois, parce que monter un business de quiz, t'as raison, ça existe déjà, il y en a déjà dans plein de thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est brandé en mode Accelerate Remote Employee Onboarding, quoi, qui est vraiment un sujet en ce moment. Les plateformes de remote, elles cartonnent. On en parlait l'autre jour avec Remote OK, c'était ça la plateforme que tu me parlais? Ouais, c'est ça, exactement. Qui fait des chiffres hallucinants. J'ai quelques potes qui bossent dans le domaine de job board de remote ou quoi que ce soit, ça cartonne aussi. En même temps, logique, vu la situation actuelle. Du coup, c'est intéressant qu'il ait pris quelque chose d'assez basique et qu'il ait juste, c'est pas péjoratif, hein, attention, mais qu'il ait trouvé l'angle pour prendre quelque chose de basique et en faire quelque chose de trendy qui en plus soit utile, puisque l'onboarding, c'est un vrai sujet. L'onboarding des remote employees, c'est encore plus un sujet parce que personne ne sait bosser en remote pour l'instant. C'est clair. Donc, c'est ça qui est fun dans son approche. Après, la valorisation, bon, a priori, tu vois, il fait pas de trafic organique. Ouais. Donc bon, encore une fois, après, ce qu'on sait pas, c'est combien il a monétisé aussi, tu vois, genre PwC ou CBRE, si c'est $10 par personne, si tu as déjà 100, 200, 300, 400 personnes qui le prennent, tu commences à faire du chiffre de ouf et finalement, tu as signé 2 sociétés. C'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement d'imaginer quel type de package. Alors, a priori, il n'a pas fait du SEO. On le voit, enfin, SEMrush, ça ne donne pas la réalité du trafic sur un site, mais c'est estimatoire. Et si SEMrush ne pick up, n'identifie aucun mot-clé, quand même, tu peux te dire qu'a priori, il n'y a pas vraiment de trafic organique logiquement sur ce site. On pourrait prendre d'autres outils pour aller plus loin et vérifier. Mais ça n'empêche qu'il a pu lancer sur Product Hunt et cartonner, qu'il a pu faire du social media, qu'il a pu faire de la pub, qu'il a pu faire du démarchage en direct auprès de boîtes.
Et tout ça, finalement, c'est tout aussi valable que du SEO, notamment pour lancer un projet, puisqu'on en a déjà parlé dans certains épisodes. Le SEO, ça prend du temps. Et si tu veux tester ton produit, ton MVP ou ton produit fini et avoir à un moment donné une confirmation du modèle économique, il faut pas forcément attendre que ça fonctionne en SEO. Maintenant, combien ça peut valoir? La thématique, elle cartonne. C'est probablement du recurring. Ouais. C'est anglophone. C'est assimilé à du SaaS. C'est une sorte de SaaS. Donc, il y a tous les atouts pour que ça soit sur les plus hauts multiplicateurs du moment. Et quand je te dis les plus hauts, c'est probablement du 40 à 50 fois le profit net mensuel en ce moment sur ce type de thématique et ce type de modèle économique. Dans le dernier rapport d'Empire Flippers, les SaaS, c'est ce qui partait le plus cher et c'était au-delà de 40 fois le profit net mensuel en moyenne. Donc, quand c'est la moyenne, elle est à x40, ça te donne une visibilité sur, il y a des choses qui peuvent partir bien plus haut et quelques-unes un peu en dessous. Donc, pour faire un calcul, s'il faisait 1000 balles par mois, bah, il a pu vendre déjà direct entre 40 et 50K, même avec très peu d'ancienneté parce que c'est super trendy. Sur MicroAcquire, en plus, il n'y a pas de frais de courtier. Donc, c'est 40 à 50K dans sa poche. Qui fait une belle sortie. S'il faisait 1000 balles, mais après, peu importe le chiffre, en tout cas, le multiple, c'est probablement entre 40 et 50 fois son profit net mensuel. Ok. Surtout que je pense qu'en fait, le gars qui a racheté ça, en vrai, si tu le brandes dans B2B, si jamais lui, il a déjà signé PwC, enfin, tu vois, il en a déjà signé en fait 4 ou 5, c'est déjà au moins peut-être du recurring parce que ces boîtes-là apprennent pas des one-shot. En fait, c'est compliqué de rentrer dans ces boîtes, donc tu es obligé de passer par des systèmes de facturation qui prennent du temps. Donc finalement, il y avait peut-être déjà des contrats en cours en plus qui permettaient déjà de générer du cash. Je pense que c'était un des premiers trucs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, si tu es dans le domaine et que tu as trouvé l'angle, parce que je pense qu'il l'avait pas fait vraiment ressources humaines en fait au début, mais si le gars qui a racheté ça un peu sur les ressources humaines, il a une dizaine de boîtes en fait en contact dessus qui potentiellement peuvent être intéressées et comme tu l'as dit, le sujet il est trendy. Les possibilités, la courbe elle est grosse. Donc, mais tu vois, j'étais en train de me dire que c'était trop cool parce que ça démontre qu'aujourd'hui avec du no-code, tu peux faire des sous upfront et en plus de ça, tu peux également le revendre. Le revendre. Il n'y a pas de meilleur exemple que celui-là finalement, même si les chiffres c'est pas non plus, c'est pas encore un truc de licorne, mais au moins ça s'est vendu. Tu vois, le gars a réussi un truc, donc bien joué. Et je me dis qu'au final, il y a encore de la place au final pour plein d'autres niches dans ce genre-là, potentiellement sur du quiz, sur plein d'autres choses. Et tu vois, même je vois son site, en vrai, si j'avais dû le racheter, je pense que je lui aurais donné un petit coup, j'aurais donné ça à un designer pour que ça soit un peu plus sympa, parce que c'est vrai que finalement, ça fait... le design est pas super, donc je pense qu'il y aurait vraiment de la place, même pour quelque chose de beaucoup plus sympathique en termes de design. Donc voilà, bon, c'était un peu mon analyse dessus, mais globalement, ça veut dire aussi que les personnes qui veulent se mettre au no-code, si tu as trouvé, comme tu dis, ton angle, tu essayes de trouver ton marché, en quelques mois, tu es capable de lancer quelque chose comme ça. Et ça marche. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les réseaux sociaux, Indie Hacker. Il a pas mal communiqué sur Indie Hacker. Je pense que c'est une bonne communauté aussi quand tu lances un SaaS anglophone, parce que si tu es français, Indie Hacker, ça va être compliqué. Mais si tu lances un truc anglophone, notamment de no-code, globalement, moi, j'irai à fond sur du Indie Hacker pour communiquer. Donc voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose en plus. Mais, non, c'est complet. Et puis, de toute façon, il met bien en avant le fait qu'il a signé 120 boîtes. Donc, ça montre bien qu'il parle pas du nombre de membres. Il parle vraiment du nombre de boîtes et du nombre d'employés. Donc, pour moi, c'est quand même assez significatif de son approche. En tout cas, même si au début, c'est pas ce qu'il a privilégié, il a assez rapidement dû prendre le parti d'aller chercher des boîtes et peu importe comment il les a cherchées, clairement pas en SEO,
il a réussi à les signer et ça ne m'étonne pas vu la tendance actuelle. Donc, c'est ça qui est super intéressant. C'est effectivement le mix no-code, la capacité à monétiser très rapidement grâce à un angle et grâce à une offre commerciale adaptée qu'il a réussi à aller pousser. Ça serait intéressant, tu vois, de connaître le discours commercial. Qu'est-ce qu'il est allé pitcher à ces boîtes-là pour qu'elles mordent à l'hameçon. Mais en tout cas, c'est un bon délire et c'est un bon exemple. Et tu as raison, il y a plein de niches. Et ben, moi, j'ai une autre niche à te montrer. Si tu veux, je vais partager mon écran. Vas-y. Aussi, comme ça, on va pouvoir observer. Mon exemple de la semaine, mon petit case study de la semaine, c'est millions.co. Bon, déjà, je kiffe le nom. Millions.co. C'est pas mal quand même. Tu vois? Ok. The leading social commerce, vidéo, plateforme. Ok. Leur principe, il est ultra simple en réalité. Il y a des plateformes, ça me fait penser d'ailleurs à un autre business, on en parlera une prochaine fois, mais concrètement, ils ont réussi à proposer à des stars du sport, et principalement de sport de combat, des personnalités et des sportifs, parce que tu vois, ils ont par exemple aussi Bruce Buffer, le commentateur de l'UFC. Ouais. Ils ont réussi à aller leur proposer une manière de monétiser en plus de celle qu'ils ont actuellement. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des gens qui ont une grosse communauté, c'est pas trop difficile a priori à monétiser. Tu as vite fait les marques qui viennent te voir pour te proposer des trucs, etc. Mais ça reste quand même un métier de négocier bien un partenariat. C'est pas toujours facile d'endorser une marque. Tu vois vite des influenceurs faire un petit peu n'importe quoi ou des marques faire n'importe quoi. D'ailleurs, en allant travailler avec des influenceurs qui sont pas très alignés avec leur marque. Et finalement, ce que Millions.co ça propose, c'est d'aller voir ces gens-là et de les aider à mieux monétiser leur audience en leur proposant un produit auquel leur audience va pouvoir s'identifier, en l'occurrence du merchandising. Ouais. Des t-shirts, il doit y avoir... là, tu peux faire du... Ah tiens, ça c'est nouveau, je ne l'avais pas vu quand j'ai analysé le site. Donc tu vois, maintenant tu peux faire tu peux payer pour booker un stream, pour aller les voir s'entraîner, pour aller les voir faire une Q&A. Donc en fait, ils proposent plein de... Tu peux payer pour faire une Ask Me Anything. C'est du délire. Okay. Et donc, ils sont boxing et MMA. Voilà, pour l'instant, avec bientôt d'autres sports qui arrivent. Et j'ai trouvé ça assez délirant parce que c'est pareil, c'est super tendance. C'est tendance les sports de combat. L'UFC qui explose, hein, dernière valo 10 milliards, ils viennent de se faire racheter. C'est un carton absolu. Le MMA, de manière générale, gros carton, avec notamment l'arrivée en France en ce moment et dans plein d'autres pays où ça commence à se démocratiser ou à se légaliser. Les réseaux sociaux, on n'en parle pas, bien entendu. La monétisation des réseaux sociaux, forcément, c'est un sujet. Et là-dedans, tu as le print on demand, parce que finalement, c'est ce qu'ils font, hein, c'est du POD. Donc, le principe du print on demand, tu passes ta commande en ligne, ça part chez un imprimeur, il imprime à la demande et il te livre le t-shirt ou le produit. Donc, c'est du flux tendu, il n'y a pas de stock à gérer, il n'y a pas de... Il y a un côté dropshipping, hein, de toute façon, sur ça, en fait. Hein. C'est exactement ça, c'est du dropshipping de printing. Et ça, ça m'intéressait de te le partager, de voir comment on pourrait recréer ça en no-code. C'est toujours un petit peu l'objectif, hein, décortiquer et voir si tu as des idées de lag stack, du coup. Carrément, ouais. De la semaine dernière. Et si vous voulez savoir ce que c'est que la lag stack, c'est dans la vidéo épisode 5. Hein, donc, Exactement. Et surtout, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'à mon avis, déjà, je pense que ça cartonne. Et je pense qu'il y a vraiment, sans dire qu'il faut le copier, mais il y a moyen de le reproduire dans d'autres thématiques, que ce soit le sport ou que ce soit d'autres thématiques.
mais des influenceurs et des influenceuses qui ont besoin de mieux monétiser leur audience et qui aimeraient le faire en étant capables d'incarner leur produit plutôt que d'incarner le produit d'une marque, c'est un très bon angle, à mon sens. Ouais. Je suis à 2000% d'accord avec toi. Ça, c'est typiquement le genre de business. Si par exemple, tu sais, aujourd'hui, je me dis, tu sais, tu vois souvent les imprimeurs dans des villes. Je suis désolé s'il y en a qui nous écoutent, mais ça fait un peu, ils sont un peu à l'ancienne, quoi. C'est pour aller imprimer c'est pour aller imprimer ton papier, ou parfois tu peux imprimer ton t-shirt. Tu vois, tu peux faire des trucs comme ça. Et je trouve que les gars se réinventent pas vraiment. Ils restent en fait dessus. Et là, si tu choisis un angle et tu vas sur un site et tu essayes de créer un site comme ça, je pense que ça a vachement de valeur parce que, enfin, tu vois, typiquement sur le MMA, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en avant et qui est vraiment sur une grosse tendance. Ça c'était le premier truc. L'autre truc, c'est que je pense que aujourd'hui, il y a une tendance effectivement sur le MMA, mais en fait, j'avais déjà entendu parler d'un business de ce genre-là, mais assez différent. C'était pour les influenceurs cuisine. Ah ouais. Et les influenceurs cuisine, ils sont hyper visibles sur Internet. La cuisine, c'est un truc qui cartonne de dingue sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et enfin, même moi, j'en regarde parce que franchement, j'aime ça, tu vois. Je trouve ça cool. Et c'est vrai que alors malheureusement, je pourrais pas trop trouver le nom de la plateforme. J'essaierai de la mettre en commentaire si jamais je la retrouve. Et l'idée, en fait, de cette plateforme, c'était de proposer exactement la même chose, du merchandising pour ces influenceurs cuisine. Donc là, c'est les influenceurs MMA, etc. Et en vrai, je pense qu'il reste encore plein de niches aujourd'hui qui sont OK sur ça. Genre tous les influenceurs e-sport. Franchement, il y a un truc à faire sur le sujet. Je pense même que ça doit déjà exister en fait en réalité. Et je pense qu'il y a plein d'autres niches à aller voir. Moi, je crois beaucoup à ce genre de business parce que c'est d'une part dans la tendance et d'autre part, c'est entre guillemets facile à faire. Franchement, la plateforme, tu prends n'importe quel outil no-code un peu classique, du Webflow, du Bubble. Franchement, un WordPress, ça passe. Tu fais un truc simple. On veut à la limite, le plus important, ça va être vraiment sur les visuels. Il faut que ta marque elle soit incarnée, il faut que ça fasse un peu stylé. Tu vois. Donc, en fait, le plus D'où le important nom de dessus, ça domaine. va vraiment être comment. D'où le nom de domaine, millions.co. Ouais, voilà. Moi, Là, je en pense fait, il direct faut. à Million Dollar Baby. Je pense directement à Ah bah ouais, j'avais pas fait gaffe à ça, ouais, effectivement, bien vu. Et je Floyd pense Money qu'en fait, Mayweather. Enfin, tu vois, il y a du cash il y a dans tous le ces trucs, ouais, sport. c'est sûr. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur le branding. C'est obligatoire. La tech, c'est assez facile. Et après, tous les outils de print on demand. Mais franchement, t'en as plein, plein, plein. Et un projet comme ça, en vrai, le plus dur, c'est juste le branding. Techniquement, je pense, en maximum du maximum, 1 ou 2 journées, tout est plié. Ouais. Surtout qu'il y a Techniquement. des. En France, il y a. C'est un mec que je connais en plus, Elliot, euh, qui a une plateforme qui s'appelle dropshiprint.fr OK. et qui a développé tout un mode. Tu peux un peu comme un Shopify, toi, tu payes, tu as ton petit abo et tu as ta boutique clé en main que tu peux développer sur ton nom de domaine avec directement les visuels à disposition, les produits à dispo. Bref, tu as déjà tout dispo. Bon, ça sera probablement pas aussi joli que si tu vas te travailler un petit peu, tu vois, sur un Bubble ou sur un outil un petit peu plus chiadé. Mais ils ont une API aussi. Techniquement, tu vois, si je devais le faire sur le marché français, je passerais pas forcément par leur boutique pour travailler un meilleur design, un meilleur branding, comme tu disais. Mais par contre, je le connecterai à leur API pour pouvoir leur envoyer le business parce que je sais que ça tournerait nickel, qu'ils ont un paquet de mugs, de t-shirts, enfin tout ce que tu peux imaginer pour imprimer et t'as rien à faire. Nous, on voulait le faire sur les chiens, tu vois, par exemple. Mm. On a créé la boutique, bon, on a un peu traîné, je sais pas trop où ça en est, mais typiquement, ça existe des modèles en fait où tu te plugues sur l'imprimeur en quelque sorte et ton travail, c'est de générer le trafic. Après, il gère toutes les ventes, il gère les envois, c'est du délire.
C'est stylé, mais je pense qu'il y a quand même un vrai travail de communication et Clairement. de commercialisation. Faut aller voir les influenceurs, faut Ah leur ouais. proposer quelque chose. C'est pas évident parce que euh, tu vois, c'est un truc sur lequel ils vont devoir en fait s'impliquer beaucoup plus parce que c'est pas entre guillemets juste la marque qui te file Non. un chèque à la fin du mois parce que tu as fait ça. Tu es obligé de Ouais. communiquer sur ta marque. Donc c'est Et ça. c'est Et ça puis ensuite l'avantage. tu vas avoir, alors oui, ça c'est un avantage, mais le désavantage, entre guillemets, c'est qu'après, tu vas avoir tout le support aussi à gérer. Et typiquement, si ton t-shirt il est de mauvaise qualité ou autre, ou que ça part à la machine pour une raison X, Y, et encore, on prend que ça, je pense que c'est important pour la personne qui propose ce service, et c'est là où ça va se différencier, parce que des services comme ça, il va y en avoir des dizaines de milliers qui vont exploser dans les prochains mois. C'est vraiment de se distinguer par la qualité, d'une part, l'accompagnement que tu vas faire aux influenceurs et effectivement tous les autres services que tu vas pouvoir proposer. Alors, je parlais du support, mais tu vois, en dessous, il y avait marqué tout ce qui est Q&A, broadcast des entraînements, etc., Génial. etc. Et en fait, là, ça va être fou, tu vois. Donc, C'est un vrai univers. C'est un ouais, vrai univers, c'est de la multimonétisation. T'as raison, il y a plus de taf parce il faut vraiment que les influenceurs et les influenceuses adhèrent au produit. Par contre, une fois qu'ils ont adhéré au produit, c'est leur produit. Donc, en termes de force de frappe et d'incarnation du produit et du service, tu es au top du top. Et le coup de faire le merch et les Q&A, c'est génial. Tu vois, les influenceurs cuisine, tu les bookes pour faire une recette avec eux en live, tu les de ouf. bookes pour... Enfin, franchement, s'il n'y a pas quelqu'un qui lance ce business après avoir regardé la vidéo, je sais pas ce qu'il faut parce que là, il y a tout. Et c'est Ouais. du niché, c'est un carton absolu. Branding, bonne qualité de produit, travail de commercial, mais par contre, une fois que ça décolle, c'est carton absolu garanti. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment le plus dur, c'est ensuite de faire rentrer les influenceurs, mais vraiment de leur proposer chacun leur univers. Et Ouais, ça, je pense qu'il faut que la personne qui monte ça, techniquement, il y a pas de problème. C'est une personne qui doit être bon en branding. Doit dire, toi, tu fais du MMA, ton truc, c'est ça, parce que tu es skinny, et donc, tu vois, il faut des trucs comme ça. Toi, tu es plutôt en poids lourd, ton branding, il va être dessus. Pareil pour la cuisine, pareil pour le e-sport, etc. Je c'est pour pense que ça que ça, ça c'est s'appelle hyper important. Millions.co, tu vois. Tout l'univers de Millions.co, c'est t'es dans du sport de combat, t'es là pour te fighter et pour prendre un prize money. Enfin, tu vois, ça s'appelle un prize money, ça s'appelle t'es là pour prendre ton prize of the fight of the night, tu prends du cash. Enfin, tout tourne autour du pognon hein, dans le MMA et dans l'UFC. Donc, Ouais, c'est clair. et dans tous les sports d'ailleurs, tu vois, le gagnant, il a un gros chèque. Enfin, mais c'est vrai dans toutes les thématiques. Alors après, c'est sûr que si tu fais millions.co dans la cuisine, tu risques de te heurter à une image différente qu'un influenceur ou une influenceuse cuisine voudra proposer. Mais si tu arrives effectivement à créer cet univers de cuisine, de savoir-faire, de gastronomie, je pense que tu cartonnes. Et là, on a parlé de sport et de cuisine. On va pas faire toutes les thématiques parce que sinon, on va faire le Non. business plan de 10 sites. Mais, mais clairement, il y a 10, 20, 30 sites potentiels, toutes niches confondues à monter. Je pense qu'il faut se spécialiser dans une niche. Il ne faut pas essayer de faire du multi-niche parce que la question du branding va être ultra importante et Millions.co ne fonctionnera pas avec de la beauté, de la cuisine, du yoga, etc. Mais bien niché, bien brandé, avec le bon univers, le bon discours, sûr et certain que ça peut cartonner. D'autant plus que, et je terminerai dessus et on passe au sujet suivant par la suite, d'autant plus que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se revendre, pour le coup. C'est vraiment quelque chose Bien sûr. sur lequel tu peux faire des sous et en plus, l'exit, il est assez simple. Enfin, si je reprends en tout cas le business des cuisines, je pense que ça intéresse directement en marmiton. Ah, c'est sûr, tu le revends à Enfin, n'importe quel investisseur, tu le revends à n'importe quel éditeur de site qui a envie de récupérer un business passif avec un peu de commercial. Et tu le revends très facilement à plein de médias qui trouveraient génial de, un, verticaliser leur offre et deux, accéder à la database des influenceurs et influenceuses. carrément, ouais. Ouais, en plus, c'est ça, t'as raison, ouais. Ou à une Mais, marque, tu vois, marque d'accessoires, bah, peu importe. C'est sûr que ça se revend en un claquement de doigts.
S'il y a quelqu'un qui lance ce type de business, venez le revendre sur d'autres markets tant qu'à faire. Voilà, mais ça j'ai passé. Vous pouvez nous filer 5% du business aussi, quand même. On a donné l'idée. J'espère que ça sera revendu sur d'autres markets et qu'on pourra se partager une petite commission, Milan. Avec plaisir. Allez, à fond, il faut y aller sur cette idée. Nickel. Et puis, du coup, petit sujet, là, tu vois, on est à 30 minutes. Voilà, sur le timing, on est très, très bon. Et ça veut dire qu'il nous reste une petite demi-heure. Il nous reste une petite demi-heure pour parler d'un sujet qui, finalement, est un sujet, je pense, qui au final, qui a été donné par toi, hein, la réalité, Kevin, mais que je trouve hyper intéressant. La dispersion, le meilleur ennemi de ceux qui souhaitent lancer un projet. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parlait pas mal parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui suis assez créatif sur plein d'idées. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec le no-code, ça te donne une possibilité de construire tous tes projets. C'est assez difficile de rester focus. Et peut-être que tu veux nous présenter l'idée. Toi, ça t'était venu finalement en fait d'une remarque sur un gars qu'on suit pas mal et qui a tendance à lancer pas mal de budget. Tu veux donner non, on va pas donner son nom parce que c'est. Ouais, ok. On va pas donner son nom. C'est pas l'objectif de. Non, en plus. De critiquer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même la remarque initiale n'était pas une critique et c'est pour ça qu'on va pas donner le nom. Mais par contre, c'est une observation et un ressenti personnel qui ensuite nous a amené à débattre avec Milan sur le sujet et on s'est dit qu'on allait en parler en live sur l'émission. Alors, le débat, il naît d'une observation. Tu l'as dit, on suit tous les deux une personne qui est très active sur Twitter et très active dans la communauté no-code ou code. Je sais pas, code ou no-code. Les deux. No-code, enfin en tout cas qui a tendance à utiliser pas mal d'outils no-code pour le faire, ça c'est clair. Ok. Voilà, et qu'on peut qualifier de maker très très productif. Très très créatif et qui ces quelques mois a lancé pas mal de projets dont plusieurs que personnellement j'ai trouvé super intéressants et dont au moins un pour lequel j'ai payé pour accéder à l'outil. Et là dernièrement il vient de lancer un nouvel outil. Je le vois passer sur Twitter. Et cet outil, en fait, il me rappelle vachement un autre que je connais et que j'aime beaucoup et que j'utilise. Et j'en fais part à Milan et je lui dis, mais finalement, c'est quoi la différence entre ce qu'il vient de lancer là et l'outil sur lequel on échange en général? L'autre outil s'appelle Exploding Topics, qui permet d'identifier les tendances qui vont venir ou les tendances de mots-clés ou de thématiques qui sont en train d'exploser. Bref, là n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est à un moment donné, moi j'observe ça et je me dis, putain, le mec, il lance tous les mois un projet. Et finalement, à force de lancer des projets, j'ai un peu la sensation que j'ai payé pour un projet qui ira jamais très loin parce qu'il est forcément amené à, tu vois, à se casser la figure. Quelqu'un qui gère tous les mois un nouveau projet peut pas se concentrer à fond et faire en sorte que le truc pour lequel je paye devienne le meilleur service dans sa thématique. Et j'exprimais cette frustration à Milan et en est venu le débat de se dire, finalement, est-ce que faire trop de projets, ça peut pas nuire au bout d'un moment au projet, ça c'est sûr, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi peut-être à la crédibilité globale de tes projets. Ça, c'était mon observation, tu vois. J'ai trouvé que ce mec avait un peu perdu en crédibilité à mes yeux parce que je me dis, j'ai plus envie d'acheter ces prochains outils parce que même si c'est des cooles idées, je sais pas combien de temps elles vont vivre. Et voilà. Et finalement, on va essayer d'argumenter un petit peu ça. Milan, tu vas nous partager ta vision là-dessus. On s'est fait un petit plan parce qu'il y a plein de points finalement qui pourraient être intéressants pour voir les bons aspects, les mauvais aspects de tout ça. Et puis, si vous voulez participer au débat, surtout, profitez-en. Ça serait cool que vous participiez dans les commentaires. La vidéo sera sur YouTube ou en nous écrivant directement sur LinkedIn. Ça sera super intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Mais d'abord, c'est quoi ton avis, Milan? Putain, tu vas pas y arriver. Mon avis, c'est que c'est un peu un syndrome que je pense pas mal d'entrepreneurs ont eu
et ont toujours, et peut-être auront toujours, c'est le fait que si vraiment le business t'intéresse, que le business notamment du digital t'intéresse, mais des idées, mais il y en a tellement, des milliers par jour, et c'est assez facile d'en avoir parce qu'aujourd'hui l'information est accessible partout, qu'en vrai la dispersion, j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie de l'entrepreneur, et je pense que le vrai truc, parce que moi finalement je l'ai eu, potentiellement je peux l'avoir aussi, sur mes projets j'ai plein d'idées pour faire plein de choses à côté, mais le vrai truc sur lequel tu dois te battre, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est le focus, c'est rester focus, et c'est ça qui est difficile. Toi, sur Dotmarket, tu as des milliers d'idées pour le développer. Moi, sur Uncode School, j'ai des milliers d'idées pour les développer. Mais le problème, c'est que tu ne restes pas un peu focus sur une ligne. Et ben, le souci, c'est que tu vas partir sur plein de branches différentes qui, admettons, seront cool. Mais le problème, c'est que tu vas allouer du temps à des choses qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas d'intérêt. Et je pense que c'est un des plus gros combats, enfin, à titre personnel, que moi, j'ai sur une boîte ou sur les boîtes que j'ai eues avant, c'est rester focus sur un seul truc, le travailler à fond sur une durée bien particulière pour essayer de valider que ça a vraiment un intérêt. Et je pense que Exactement. ça, c'est le premier travail qu'on doit faire, c'est d'essayer de se fixer des objectifs qui sont clairs, ambitieux, mais pas trop, pour pas justement exploser en vol, et ensuite pouvoir avancer pas par pas sur ces différents projets. Et je trouve que ça rend les choses, le no-code rend les choses encore plus difficiles parce que, étant donné qu'aujourd'hui, tu peux faire encore plus de projets, tu n'as pas forcément besoin d'aller voir un CTO, tu peux apprendre à créer des projets assez rapidement. On en a parlé sur les 2 projets précédents. Ouais. Ça rend encore les choses encore plus difficiles. C'est-à-dire que quand je ne savais pas coder, j'avais déjà plein d'idées. À partir du moment où je sais développer ou encore plus utiliser les outils no-code, t'imagines bien que le multiple est quand même assez impressionnant sur le nombre de projets et de capacités que tu peux faire. En vrai, aujourd'hui, tu vois, on a parlé juste avant de Million.co ou Dreamout Quiz. La réalité, c'est que ces 2 projets, on peut tous les 2 les lancer en fait demain ou même ce soir. Ça, c'est sûr qu'on peut le faire. Mais est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce que ça sert Dotmarket? Est-ce que ça sert Uncode School? Non. Après, on pourrait faire du merch sur notre boîte, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Non. Donc, je pense que c'est un des premiers tafs, et franchement, moi, je suis le premier à essayer de bosser sur ça, c'est rester focus sur un point en particulier. La question, c'est comment choisir ce focus, je pense. Ouais, clairement. Et tu vois, moi, j'ai ce biais, et on en a déjà parlé dans certains épisodes, c'est que moi, je sais pas coder. Je sais pas coder, et le no-code, c'est du code. C'est déjà trop compliqué pour ce que je sais faire. Par conséquent, peut-être tu vois que je suis biaisé et que quand j'analyse un mec qui est capable de lancer tous les mois un projet, il y a une petite partie de moi qui est un peu jalouse, tu vois, qui se dit putain, moi aussi j'aimerais lancer un projet chaque mois, j'aimerais que ça soit aussi facile, etc., etc. Mais plus sérieusement, si je prends un petit peu le recul, et je l'ai fait en fait, tu vois, de lancer des projets à tout va ces dernières années, il y a une réalité, c'est que 90% de ces projets n'existent plus. Pourquoi? Parce que tu peux pas tout gérer en même temps. Tu peux pas tout gérer tout seul en même temps. Tu peux pas donner ton énergie et le meilleur de toi-même sur un projet. Enfin, tu peux le faire sur un projet, mais tu peux pas le faire sur 10 projets. Non. Et au final, c'est pour ça que la dernière fois qu'on a fait le dernier épisode, on a parlé de cette thèse de création. Moi, je pense que c'est une bonne question à se poser à ce moment-là de la création. Est-ce que ton objectif, c'est de créer et revendre assez vite? On a parlé de Tiny Acquisitions il y a quelques épisodes. On a parlé de Micro Acquire, là où tu peux vendre tes business. Bien sûr, tout ça, c'est sur du SaaS. Forcément, on a parlé de Dotmarket, où tu peux aussi revendre tes projets quand ils sont un petit peu plus gros et monétisés. Mais globalement, si tu crées avec l'objectif de revendre assez vite, c'est très bien et c'est tout à fait logique de chaque mois ou tous les 2-3 mois lancer un projet, le scaler un tout petit peu et puis faire une exit pour quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars. Par contre, si tu n'as pas cet objectif de revente, c'est là finalement que tu risques de te perdre à multiplier les projets, et c'est un peu ce qu'on appelle le shiny object syndrome. Tu
as un projet, c'est excitant pendant quelques semaines, puis tu vois une idée et tu te dis, ah, mais cette idée, elle est trop cool. Et puis en plus, si je peux la faire et que ça me prend 2 jours de taf et qu'ensuite je peux communiquer dessus sur les réseaux sociaux, le lancer sur Product Hunt, le lancer sur Indie Hackers et avoir quelques utilisateurs payants, il y a un côté, ça booste ton ego. Ça, c'est du côté de l'entrepreneur. Mais si je me place du côté du client, et forcément c'est biaisé du coup, mais moi en tant que client, tu vois, je me suis senti un petit peu bafoué dans j'ai payé pour un outil qui clairement est plus à jour, tu vois. Le mec, il en parle plus de son outil pour lequel j'ai payé il y a 3 mois. Il est passé à autre chose et basta. Et bah, c'est ça qui me dérange un petit peu en tant qu'utilisateur, même si j'arrive à le comprendre en tant qu'entrepreneur. Ouais, mais au final, ça c'est encore une fois parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé potentiellement son business model, qui que, que ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que en fait, ça c'est carrément à l'antithèse de ce qu'on défend depuis le départ avec No Code and Money. Si on fait des projets comme ça, et je pense qu'on est tous les deux d'accord, c'est parce que tu as envie de te créer un portfolio et que tu veux montrer que tu sais faire des apps. Tu es dans un moment de formation en fait sur des outils no-code ou code d'ailleurs, hein, pour le coup, pas que du no-code. Ouais, et potentiellement, là, ça a de la valeur. C'est sûr que c'est un petit peu dommage, finalement, d'avoir abandonné ces projets parce que, et je pense qu'on en a parlé beaucoup dans notre épisode sur la newsletter. Allez le voir hein, si vous avez un peu de temps, parce qu'il dure un peu longtemps, mais il est cool. Et on a mis l'accent sur la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as acheté un service, tu t'es dit, ça a l'air trop cool, et ça va créer une communauté autour, et ça va être assez sympa. Le problème, c'est que là, en fait, cette communauté, d'une part, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de grossir vraiment, et en plus de ça, les gens qui ont payé, à la fin, ils sont hyper déçus ils sont hyper déçus du projet ou du produit que tu lances parce qu'il n'est pas mis à jour. Et en fait, tu casses toute la dynamique que tu pourrais avoir. Et finalement, il y en a pas mal qui sont dans ce côté building public en ce moment. Ça veut dire construire devant tout le monde. C'est des gens, en règle générale, tu construis sur Twitter, tu dis j'ai ajouté cette fonctionnalité, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Pour voir si les utilisateurs sont intéressés, sont d'accord avec ça. Et c'est vrai que ça permet de faire un gros teasing sur le produit et le jour où il est prêt, d'avoir déjà une petite communauté qui s'intéresse à ce que tu fais. Je trouve que ça a du sens, mais c'est que le début. C'est que le début. Clairement. Et franchement, un projet comme ça, si tu t'arrêtes et que tu fais 12 projets par an, pour moi, c'est juste à la limite pour la fame ou la formation. Mais c'est pas parce que tu as envie de lancer un business. La réalité, à moins que tu sois un influenceur ultra connu dans ton domaine, la probabilité que ton business, au bout d'un mois, il explose, elle est proche de 0. Surtout si tu es personne. Ok, si tu es Mbappé, évidemment, ça va exploser. Mais parce que, je sais pas, il doit en avoir 110 millions de personnes qui suivent sur Instagram. Ça c'est bon. La réalité, c'est que toi ou moi, si on lance un projet, un mois, ça sera bien évidemment pas suffisant pour autant. Et le truc qu'il faut se dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché au bout d'un mois que c'est un projet pourri. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est toute la question du focus. Pourquoi est-ce que tu fais ce projet ? Et je pense que ça, c'est hyper important parce que finalement, il a déçu sur sa communauté. Et la réalité, c'est que si jamais vous êtes quelqu'un qui fait plein de projets comme ça, qui sont en plus super cool, si vous décevez votre communauté, au bout d'un moment, elle va partir et elle vous suivra plus. Et du coup, ça sera encore plus dur de recréer une autre communauté pour recréer un autre projet. Donc vraiment, ça, je pense que ça, c'est en tout cas les points sur lesquels je voudrais faire attention je mettrais un petit point d'attention, quoi. Je suis d'accord. Bon, on va pas exagérer. Il m'a déçu moi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes de la communauté qui ont été déçues. Mais c'est le feedback que j'ai partagé. C'est mon ressenti. Bien entendu, c'est pas un ressenti vrai pour tout le monde. Peut-être que 90% de sa communauté kiffe le fait que tous les mois, il lance un projet et il kiffe payer juste pour voir. Mais voilà, ça vaut le coup d'avoir les deux sons de cloche et ça vaut le coup de se poser la question, quel est ton objectif sur le long terme? Si c'est de bâtir une communauté fidèle à un produit, si c'est de bâtir une communauté fidèle à toi et peut-être dans ce cas-là communiquer sur le fait que tu vas bâtir beaucoup de choses sans forcément les maintenir dans le temps. Et voilà. Et il y a un truc que tu mentionnais et sur lequel j'ai envie de revenir, c'est
c'est sûr, un business, ça peut pas fonctionner en un mois. Et il y a un concept, moi, d'un petit bouquin qui m'a marqué de Seth Godin, qui s'appelle The Dip, le Dip, D-I-P en anglais. Alors, en français, ça serait le creux de la vague. Et le principe du creux de la vague, c'est que quand tu montes un business, avant, tu vois, de connaître le succès, il y a un moment plus ou moins long où tu es dans le creux de la vague. Et ce creux de la vague, il n'est pas forcément très agréable. Tu vois, c'est là où tu trimes bien et tu sais pas trop de quoi demain sera fait. Et il y a deux options quand tu es dans le creux de la vague. Première option, tu lâches rien. Bien entendu, c'est l'objectif quand tu lances une boîte et que tu crois qu'il y a un market fit, quand tu crois au modèle économique, quand tu crois à tes compétences et ta capacité à développer le projet, tu continues et tu lâches rien. Et quand tu sors du creux de la vague, là, tu as marqué des points et tu as vraiment créé une base très solide pour la suite de ton business, parce que des gens qui vont aller dans le creux de la vague et qui vont abandonner, il y en a plein. Et on en a parlé sur les newsletters. Combien de newsletters se sont lancés sur ces derniers mois et combien ont déjà abandonné, dont certaines que je lisais, qui ont arrêté. Pourquoi ? Parce que finalement, l'auteur, l'autrice, l'idée était bonne, mais après, ça a pas, il n'y a pas eu assez d'abonnés, il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas assez de feedback, etc., etc. Tu continues. Au bout d'un moment, ça paye. Tu sors du creux de la vague et là, tu commences à surfer et à kiffer. Mais potentiellement, il faut aussi savoir quand abandonner. Parce que potentiellement, tu restes dans le creux de la vague pour toujours et t'en sors jamais. Donc, c'est aussi intéressant d'être capable de te poser les bonnes questions et te dire, bon, ce projet-là, ça fait assez longtemps que je travaille dessus. J'ai essayé de pivoter, j'ai posé les bonnes questions, je me suis formé s'il le fallait. Ça donne rien. Je coupe et je passe à autre chose. Et les deux choix sont tout aussi respectables et tout aussi importantes l'une que l'autre, parce que c'est pas le but de l'entrepreneur de traîner 10 ans un boulet d'une boîte qu'il n'arrive pas ou qu'elle n'arrive pas à faire décoller. Mais par contre, y aller et au bout d'un mois te dire ça va pas décoller, non, au bout d'un mois, tu es encore dans le dip, tu es encore dans le creux de la vague et tu fais que commencer le creux de la vague, quoi. En fonction des business, ça peut être plus ou moins long, ça peut être plus ou moins dur, mais globalement, plus le creux de la vague il est long et difficile, plus si tu sors, tu as mis des sacrées barrières à l'entrée et pour venir te chercher pour la concurrence, ça va être compliqué. Ouais, je pense que justement, enfin, cette notion du dip là que tu évoques, je la trouve hyper intéressante parce que c'est à ce moment-là que la dispersion arrive. Ton business, il marche pas, ou en tout cas, il marche pas en fonction des objectifs que tu t'étais donné. Voilà. Et par conséquent, tu dis, OK, il faut que j'aille chercher des relais de croissance ailleurs. Et c'est là que tu commences à te disperser, à te dire, je pourrais peut-être faire ci, je pourrais peut-être faire ça. Et je pense que c'est à ce moment-là où ça devient compliqué. Et il faut savoir évaluer son focus à ce moment-là. Je pense que ça, c'est assez important, effectivement, de savoir le faire. La question de la durée est hyper intéressante et c'est assez marrant parce que finalement, tous les deux, on a des compétences SEO sur le sujet. Et je trouve que les SEO, ils connaissent bien l'importance du dip. En vrai, à moins que tu aies 2-3 techniques un peu placates pour sortir sur Google. Mais globalement, si tu veux sortir un site de qualité et que tu veux commencer à ranker, clairement, le vrai truc, c'est que là, il faut être dans le dur et ça se peut, pendant 1 an, t'es rien. Ouais. Notamment si t'as s'il y a une requête concurrentielle, la réalité, c'est que tu vas être dans le dur tous les jours à essayer de créer du contenu et il va rien se passer, mais ça va être dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que justement tu dois changer de sujet, tu restes sur ton sujet ou non ? Je trouve que les SEO sont bons dessus. Et enfin, moi, je sais que ça m'a appris l'importance de la durée. Ok, effectivement, au bout de 3 mois, il s'est rien passé. J'ai pas pris une position, c'est compliqué, mais je sais que ça va fonctionner. En fait, quand tu l'as déjà fait une fois, c'est vrai que le dip est moins dur que la première fois. Je sais pas ton ressenti. Tu sais comment tu allais.
C'est un super exemple, le site internet. Tu sais, le dernier site internet que j'ai monté, j'en ai monté 2 il y a 1 an et demi. Il y en a un, il est toujours dans le deep. Je pense qu'on a foiré quelque chose. Il sort pas. Tu vois. Bon, et il y a des problèmes techniques dessus qui sont remontés. Les pages sont pas indexées par Google, etc. Ça, c'est un deep où bon, vraiment, il va falloir taffer, tu vois, pour le sortir. Mais presque le désavantage, c'est que moi, j'ai pas commencé à paniquer avant il y a quelques semaines, tu vois. Voilà. Parce que j'étais tellement dans l'état d'esprit de ça met longtemps, t'inquiète, que au bout d'un moment, ça m'est sorti complètement de l'esprit et j'étais à Annecy là pendant 1 mois avec mon associé sur ce site et on était là. En fait, Non, peut-être que là, ça fonctionne pas, tu vois. Mais un autre site lancé exactement à la même période, pendant 1 an, je te jure, il s'est rien passé. En 7 mois, donc 1 an, rien, 12 mois, rien, entre le 12e et le 19e mois de vie, c'est un site qui est passé de 0 à 12 000 visites par mois, mais surtout de 0 à 7 000 euros par mois. Ah ouais, ok. Ce site-là, je peux te dire que la première année, il y a 1 ou 2 fois où je me suis dit, je sais pas si je vais continuer à bosser dessus. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à travailler dessus? Au-delà, effectivement, du côté SEO qui peut mettre du temps à ressortir, c'était quoi la discussion que vous avez eue avec ton associé sur on le tente, ou vous avez essayé de vous diversifier, ou vous avez essayé d'améliorer les choses, d'être encore plus dans le dur? C'était quoi la conversation à ce moment-là? Alors, tu l'as dit, c'est principalement l'expérience. J'avais déjà eu un site dans cette thématique. J'avais déjà vu les résultats qu'il était possible d'avoir avec. Et par conséquent, mentalement, tu vois, j'étais prêt à encaisser ce dip et encaisser ce risque parce que la récompense, la reward était vraiment intéressante au bout. Euh, Plus jeune, sur des sites, ça m'est arrivé d'abandonner beaucoup plus tôt. Parce que effectivement, tu as une autre idée et tu relances un site, puis tu as une autre idée, tu relances un site, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu relances un site de zéro, tu repars pour une période de bac à sable, période de sandbox, de Ouais. 4 à 8 mois, 12 mois, selon les thématiques, selon comment tu as bossé, etc. Donc, en fait, tu vas pas forcément gagner à multiplier les projets, tu vas juste décaler en attendant qu'au bout d'un moment, il y en ait un qui sorte. Donc, ça peut être pertinent de monter plusieurs projets pour pas avoir non plus la phobie du creux de la vague et te dire, je suis coincé dans un projet. Mais par contre, je pense qu'il faut juste en être conscient. Tu vois, il faut être conscient que ça peut durer et que faut pas abandonner juste parce que ça devient un peu difficile pendant 1, 2, 3 mois. Faut pouvoir se poser les bonnes questions pour abandonner. Et on parle plus d'abandon à ce moment, on parle de pivot ou on parle de passer à autre chose quand vraiment c'est le moment de le faire. Et ça, c'est assez personnel. Tu vois, ça peut être une durée liée au SEO, mais ça peut être des obligations financières, ça peut être un nombre de refus. Si tu montes une boîte avec un aspect commercial et qu'au bout de 100 refus, tu n'as pas réussi à trouver qu'est-ce qui va pouvoir te faire obtenir une vente, Ouais. tu peux te poser la question. Tu vois. Donc, je pense que chaque projet a une manière d'analyser, des KPI à analyser pour dire s'il faut continuer ou si tu as tout fait et qu'il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, pour en revenir à cette question du un projet par mois, clairement, un projet par mois, tu te laisses pas le temps. En plus, on va pas vous donner tous les projets, mais c'est des projets qui sont ambitieux. C'est des projets sur lesquels des projets concurrents, puisque ça a toujours été des projets d'ailleurs qui étaient assez proches de projets concurrents. C'est des projets qui sont là depuis longtemps. C'est des projets qui travaillent justement sur l'aspect communautaire. Et ma vision, c'est que du coup, c'est des projets qui effectivement vont connaître une phase de lancement assez compliquée parce qu'il faut éduquer les gens à la technologie, aux tarifs, à l'objectif que tu cherches à avoir avec ce tool. Et c'est pas des thématiques sur lesquelles tu peux venir lancer un projet puis au bout d'un mois dire débrouillez-vous quoi. C'est des projets sur lesquels si tu veux vraiment t'en sortir, il faut se donner quelques mois et même pour le revendre, tu vois, Ouais.
6 mois, 1 an, peut-être que ça peut suffire. On l'a vu avec Remote Quiz. T'as pas forcément besoin de garder le projet très très longtemps, mais par contre, il faut lui donner une vraie chance et il faut trouver le moyen de le faire décoller avant de passer à autre chose. Et si tu passes à autre chose par la revente, bah c'est tout bénef. Mais si tu passes à autre chose juste parce que t'as plus envie de bosser sur le projet, c'est une autre, quoi. Et alors, du coup, dernière question que j'étais en train de me poser. Il y a un peu ce dilemme, parce qu'on pourrait te le dire, c'est de dire, OK, à l'heure d'aujourd'hui, je travaille sur un bon projet, ton projet, il marche bien, etc. Mais je tombe par hasard sur un projet où je me dis, oh là là, c'est un truc de ouf, il faut que je le fasse parce que je sais le faire. Et je me dis, si jamais c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce qu'en fait, le cœur du sujet de la dispersion, il est là. Il est soit tu vas chercher des relais de croissance et du coup tu fais autre chose parce que tu es dans le deep, soit sinon, bah parce qu'il y a cette partie créativité, cette partie facilité à monter des projets grâce au no-code qui fait que tu prends tu dis bah, je vais faire autre chose, je vais me mettre sur ce sujet e-commerce parce que je sens que c'est un gros truc et qu'il y a une grosse niche et qu'il faut que j'y aille. Comment t'arbitres en fait? Et c'est je pense que c'est plus une discussion qu'on se donne parce qu'il n'y a pas de il y a pas de réponse. Est-ce que tu dis si effectivement c'est un projet où tu en as pour effectivement 2 jours pour le lancer et peut-être qu'1 heure par jour en gestion, c'est peut-être envisageable. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable d'avoir un side project à ton projet principal qui, en plus de ça, n'a rien à voir et qui te demande quand même 1 heure, alors que tu n'aurais pas plutôt intérêt à consacrer ces 2 jours, plus c'est 1 heure complémentaire, à travailler en focus sur ton projet pour lui donner encore plus de peps. Alors peut-être que ce ne sera pas un peps qui sera directement visible, mais qui, dans quelques mois, fera la différence. À arbitrer, c'est pas évident, cette question, je trouve. C'est compliqué et je pense que pareil, alors je dirais qu'il y a une question d'expérience, parce que plus on avance, tu vois, et plus on est capable de reconnaître le Shiny Object Syndrome. Tu vois, moi, aujourd'hui, je sais quand je vois un projet et que waouh, j'ai envie de le faire, il y a une petite alerte en général qui s'allume et qui me dit attention, prends un tout petit peu de recul, tu vois, réfléchis-y, dis pas oui tout de suite. Et je l'ai fait beaucoup, hein, le nombre de projets où je me suis lancé parce que je trouvais ça excitant et que je voulais en faire partie, tu vois. Je voulais absolument en faire partie. Ou waouh, putain, ça serait cool pour ma carrière d'entrepreneur, tu vois, ça serait bien sur la carte de visite. Donc là, c'est l'ego qui parle. Ou oh là là, il y a du pognon à gagner. Là, c'est le côté financier. Je me dis, mais je peux pas laisser passer l'opportunité. La réalité, c'est que quand tu vieillis, tu vas peut-être. Quand tu vieillis. Allez, on y est! Non, mais tu vois, déjà, tu es peut-être un petit peu plus sage. Et moi, je sais que ce qui m'a calmé, c'est de trouver le projet qui m'anime réellement et dans lequel j'ai la sensation d'être le meilleur à l'heure actuelle. J'ai fait le tour de plein de projets. Donc, c'est pour ça que je parle d'expérience aussi. Et bah, ce projet, bien sûr, c'est Dot Market, tu vois, on en parle souvent. Aujourd'hui, je sais que je peux donner le meilleur de moi-même et je peux être reconnu comme le meilleur ou un des meilleurs sur une expertise, que je peux gagner de l'argent, bien entendu, avec ce projet et que je peux kiffer ce projet. Par conséquent, à chaque fois qu'il y a un projet qui se présente à moi, j'essaye de le comparer non plus sur un point, tu vois. Je me dis pas juste je pourrais gagner de l'argent plus vite qu'avec Dot Market. Non, je me dis, est-ce que ça pourrait gagner plus d'argent sur le long terme? Est-ce que j'y prendrais plus de plaisir au quotidien sur le long terme? Est-ce que je pourrais travailler avec des gens aussi cool que mon équipe sur Dot Market? Est-ce que ça me permettrait de faire les mêmes choses que, tu vois? Et je le compare sur plus d'aspects. Et en général, ça vient pas tout cocher. Tu vois, ça vient allumer quelques petites lumières d'opportunité, mais ça vient pas toutes les allumer. Et ça m'arrive sur des rachats de sites. Tu vois, le nombre de fois où je vois passer un site et je me dis je le veux, je le veux, je le veux. Puis je prends 48 heures pour réfléchir et je me dis rappelle-toi ta thèse d'investissement. C'est vrai qu'il y a de l'opportunité, c'est vrai qu'il y a du potentiel, mais
reviens à ta thèse d'investissement. Tu l'as pas rédigée pour rien. Tu vois, on a fait un épisode entier là-dessus. Mmh. Ça va pas contribuer autant à mon projet que si je respecte ma thèse d'investissement et que je recentre mon effort et mes investissements en énergie et en argent sur des choses qui vont avoir un effet levier sur ce que je suis en train de créer à la base. Et ça veut dire laisser passer des opportunités, mais au final, autre bouquin, génial, essentialisme. Il y a un petit schéma dans l'essentialisme. Tu as un cercle et puis tu C'est as. de qui? T'as le nom de l'auteur ou pas? Non, Non? mais Bon, on le c'est. mettra en commentaire alors. Ok. Ouais, Ok. on le mettra en commentaire. Excellent bouquin, c'est un de mes bouquins préférés. Le Deep, tout petit, très court, mais vraiment, ça te fait réfléchir sur le creux de la vague et le fait de savoir quand abandonner ou pas abandonner. Et essentialisme, c'est vraiment sur la notion de focus et apprendre à dire non aux projets qui peuvent avoir l'air excitants à un moment donné, mais qui en fait, sur le long terme, vont pas t'apporter quelque chose. Et tu as un petit schéma, c'est un cercle avec des petits traits. Et ça te montre, tu vois, si tu mets ton énergie un peu partout, tu peux faire grossir plein de petits projets, mais tout petits. Et puis, bien entendu, tu te dis bien que le schéma d'à côté, c'est un cercle avec une flèche très grande qui te montre, Ouais. bah, ça, tu avais mis toute ton énergie, voilà où il serait ton projet. Et en fonction de l'ambition que tu as pour ton projet, et ça fait partie de ta thèse de création, tu vois, où est-ce que Mmh. tu veux amener ton projet? En fonction d'où tu veux l'amener, ça doit t'aider à prendre la décision. Moi, j'ai une ambition qui est très forte pour Dotmarket. Ça guide certaines de mes décisions. Encore ce matin, je parlais dans la newsletter du fait qu'on officiellement, on allait arrêter Ouais. d'accompagner des vendeurs de sociétés sur Dotmarket. Parce que c'est pas notre expertise, qu'on se casse les dents, qu'on n'y arrive pas aussi bien que vendre des sites internet. Et ben, ça a mis du temps, tu vois, avant que j'accepte de dire non à cette partie-là, parce que quand même, ça rapporte de l'argent, et puis ça permet de dealer avec d'autres personnes, etc. Puis ça fait plus classe de vendre une boîte, et ainsi de suite. Mais en fait, tout ça, c'est pas des vrais arguments, et ça vient enlever un peu du focus pour devenir la plateforme de référence sur la partie vente d'actifs digitaux. Donc, cette notion de comment tu dis non, bah, c'est arriver à te poser les bonnes questions et essayer de revenir toujours sur quel est ton objectif long terme et où est-ce que tu peux être le ou la meilleure personne et te créer une barrière à l'entrée, tu vois, une expertise reconnue qui puisse pas être questionnée. Toi, c'est ce que tu fais avec No Code Station et Uncode School. D'ailleurs, lancement de la chaîne. Ah oui, c'est vrai Alors, que je pourrais faire un petit truc dessus, effectivement. On en parle à la fin. Je te laisse terminer sur ce sujet. voilà, bah, ouais, on va en profiter pour que tu nous présentes Uncode School en petite conclusion, tant qu'à faire. Hein. Mais tu vois, voilà, on a beaucoup parlé de projets sur lesquels tu réfléchissais à te lancer ces derniers mois. À chaque Ouais. fois qu'on se parle, moi je te parle de sites que j'ai vus passer et sur lesquels je me dis, ah quand même, ça pourrait être cool, de trucs qui seraient compatibles avec Dotmarket, ma plateforme sur les newsletters, mais Ouais. sur lesquels pour l'instant je me diversifie pas parce que j'ai pas les moyens, l'équipe, les ressources, etc., et que ça apporterait pas tant que ça à Dotmarket. Et toi, c'est pareil, tu vois, tu m'as souvent parlé de certains projets, et au final, bah là, c'est Uncode School, et le lien avec la chaîne YouTube, le lien avec No Code Station, le lien avec ton expertise, le lien avec tes interventions dans les écoles, il est tout trouvé. Et là, tu as un projet, il y aura un deep, ça va pas être facile tout de suite, mais Ouais. tu vois, finalement, tu as éliminé combien de projets pour finalement te recentrer sur celui-ci? Non, non, c'est vrai. Je pense que le plus important, c'est effectivement d'avoir un plan. Et effectivement, on peut peut-être en parler. Moi, aujourd'hui, finalement, j'ai deux projets. Un premier, c'est No Code Station. C'est la newsletter. C'est quelque chose que je rédige en fait chaque semaine. C'est globalement le gros de ma communauté sur le Mm. no-code. Et depuis récemment, j'ai lancé Uncode School, qui est pour l'instant en fait une chaîne YouTube où j'explique de manière pédagogique et via des tutoriels comment fonctionnent les outils no-code entre eux. L'idée, c'est que ça grossisse, en fait. Et donc, allez vous abonner à la chaîne, c'est important. Et l'idée de ça, en fait, c'est d'essayer de proposer encore du contenu. Et derrière Uncode School,
l'objectif, c'est forcément que ça devienne la plateforme d'enseignement au no-code de référence en France. Et même moi, je vois plus loin. Il n'y a pas de raison de s'arrêter à la France sur ce sujet-là, en fait, par la suite. Donc là, c'est vraiment le sujet. Mais je ne vois pas ces deux projets comme étant une diversification, mais plus une évolution du business par la suite. C'est pas la même chose. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc ouais, il faut faire la distinction entre les différents projets. Ces projets-là ont un sens entre eux. En fait, c'est pas, je suis pas parti sur une plateforme e-commerce qui n'a rien à voir. C'est le point clé. Te poser la question de qu'est-ce que le nouveau projet auquel tu t'intéresses va pouvoir apporter à ton projet principal ou à ta vision principale. Parce que peut-être que tu as plusieurs side projects, mais s'ils contribuent tous à une vision principale, ça a du sens. Ok, pas de souci, c'est gérable. Mais c'est important finalement d'avoir, de savoir où tu veux aller. Et toi, ton objectif, il est ambitieux sur la partie no-code. Moi, mon objectif, il est ambitieux sur la partie achat-vente d'actifs digitaux. Donc, il faut qu'on reste et qu'on bâtisse des business ou des side projects qui vont nourrir cet univers. Et il faut savoir dire non quand, même s'il y a des super opportunités, tu vois, on pourrait bâtir, tu as raison, on pourrait bâtir un millions.co, mais ça n'aurait pas d'intérêt. On kifferait, on pourrait gagner de l'argent, mais en fait, ça aiderait pas No-Code School et No-Code Station et ça aiderait pas mon focus sur d'autres markets. Donc, tant pis pour l'opportunité. Tant mieux pour toi qui regarde si tu l'as fait. Voilà, c'est une opportunité qui est cool et c'est le but d'ailleurs. Hein. À chaque fois, on partage 2 opportunités. Franchement, si on les partage, c'est qu'à chaque fois, on les a débriefés avec Milan et qu'on s'est dit franchement, ça pourrait être cool à monter. Donc, pioche dedans avec plaisir, c'est sympa. Et nous, c'est des trucs où on sait que ça pourrait être fun, mais chaque semaine, on fait le choix aussi de dire non, c'est sympa, mais il faut pas se disperser parce que nos projets principaux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est parler business, no-code et money et vente de sites. Alors, pour terminer, je dirais juste 2 choses, parce que je sais pas pourquoi ça m'a fait penser un peu à ça, à ce que tu disais. Et je dirais que finalement, tu vois, le défocus pour ça, je sais pas, j'aurais envie de le définir, je pense que c'est un flow. En fait, j'aurais envie de dire F-L-O-W. Je dirais que c'est une sorte de flow. Ou alors, c'est un peu comme la danse où quand tu es en train d'écouter de la musique. Si toutes les musiques elles vont bien ensemble, tu écoutes tel type de musique, même si c'est des auteurs différents, ça sert ton ambiance, ça sert le flow parce que t'es dans ton ambiance. Par contre, si à un moment donné, tu as une musique qui n'a rien à voir et qui vient dedans, elle a beau être toute seule, hyper stylée, si jamais ça vient te péter le flow et l'ambiance, globalement, je dirais que ça pose un problème. Je sais pas si tu aimes l'image, mais je me disais que je voulais terminer sur un peu de poétique ou je sais pas quoi. Et no-code, money et ésotérisme avec Kevin Milan. C'est le moment ASMR. Donc, mais je sais pas, c'était un truc auquel, en tout cas moi, ça me parlait. Ça, c'était la première des choses. Et la dernière, pour terminer, qui, je pense pour le coup me sert pas mal et auquel j'essaie de réfléchir, c'est que c'est vrai, si tu passes à côté d'une opportunité, on va pas se le cacher, ça fait chier. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai appris en tout cas par expérience, c'est qu'en final, c'est vraiment un de perdu, 10 de retrouvé. Des opportunités, je pensais qu'en fait, on pouvait pas retrouver. Tu te dis, oh là là, mais j'ai loupé ce projet, j'aurai plus jamais d'autres opportunités. Mais jamais. Et pour moi, la bonne chose en fait à faire dessus, pour pas trop avoir les boules finalement, c'est de te faire une liste des opportunités que tu as eues. Tu vois, tu te dis, bon bah ok, il y a tel projet, je l'ai pas pris, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis tu continues à faire des recherches, tu remplis ton tableau Excel sur toutes les idées de projets que tu as. Et tu vas voir qu'en fait, des opportunités, mais il y en a plein. Et finalement, tu dis, si je passe à côté, ça m'embête, c'est dommage, mais globalement, des opportunités, tu vas en avoir plein d'autres. Donc, c'est pas grave si tu passes à côté. C'est plus comme ça que je relativise finalement. Et si tu mets en rapport la liste des opportunités avec le potentiel
ce que tu peux atteindre avec un focus sur ton projet principal, pareil, finalement, tu vois, les opportunités, tu les regardes, tu sauras jamais si ça aurait pu devenir un truc de ouf. Mais ce que tu sais, c'est que ce sur quoi tu bosses aujourd'hui, ben, si ça devient un truc de ouf, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, hein, et ce qu'on peut te souhaiter aussi. Bah, tu l'auras mérité parce que tu auras gardé l'effort dessus et l'objectif de tout projet sur lequel tu t'engages, c'est que ça devienne ce projet de ouf. Et ça passe par un focus, ça passe par sortir du creux de la vague, ça passe par pas abandonner et ça passe par pas changer de projet à chaque fois qu'il y a une petite difficulté ou une opportunité qui se présente, qui a l'air mieux, mais qui finalement sur le long terme sera peut-être pas meilleur d'un point de vue business, mais sera peut-être pas meilleur aussi pour toi. C'est quand même bien de remettre l'humain, tu vois, sur le truc. Il y a plein de projets qui peuvent sembler être des bonnes opportunités, mais en fait, ça va pas être une thématique qui t'intéresse, ça va pas être un modèle économique qui t'intéresse, ça va pas être une débauche d'énergie que tu as envie de mettre, ça va pas être avec les bonnes personnes si on parle d'association. Et tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Et voilà, si t'as pas ton projet, ben, c'est sûr que tu as probablement plus de questions à te poser. Mais si aujourd'hui, tu as un projet qui est dans le deep, eh ben, lâche rien et te laisse pas appâter par les sirènes d'autres projets potentiellement plus cool avant d'avoir tout donné pour le projet actuel. Ça peut être la conclusion, ça, non? Ah, c'est parfait pour la conclusion, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Bon, écoute, 1h10, bah, c'était super sympa. Moi, j'ai bien aimé qu'on parle de ça parce que c'est un sujet finalement qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs et je pense que si on en parle aujourd'hui, et que nous deux, ça nous concerne. Je pense que ça concerne un max de monde par la suite. Donc, j'espère qu'on aura pu, en tout cas, pas y répondre, parce que ça, c'est clair, en si peu de temps, on n'y répond pas, mais au moins lancer des cartes, des pistes, des idées à débattre. Ça, c'est hyper cool. Kevin, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? On peut dire que vous avez l'habitude, vous savez que sur YouTube, c'est bien de nous laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à la partager parce que c'est ça qui nous donne en fait pas mal de peps pour la suite et pour pouvoir continuer sur les épisodes précédents. Depuis récemment, on est également sur Apple Podcast et Spotify. Donc maintenant, vous pouvez être calé dans votre voiture tranquillement pour pouvoir regarder ça. Et sinon, j'ai juste envie de vous souhaiter une très, très bonne journée ou très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ça. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir, à nous envoyer des MP, à nous ajouter sur LinkedIn avec Kevin et on sera en tout cas hyper motivé pour vous répondre et vous aider s'il y a besoin. Kevin, encore merci. Je te dis du coup tout simplement à dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est notre rendez-vous et je te souhaite une bonne soirée. Allez, à plus. Allez, à plus. Ciao.